Hello, salut toi, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Jim Hostile. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore sur cette chaîne, je suis le cofondateur du projet devientatoueur.com. Et justement aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, j'ai décidé de vous emmener avec moi en immersion dans un des coachings de Tatoueur 2.0. Vous allez voir, c'est un peu comme si vous aviez vos yeux comme ça au-dessus de cette petite fenêtre et vous allez assister au cours comme si vous y étiez. Okay, on va parler de tracé, on va parler de remplissage, on va parler de technique. Bref, venez avec moi et on se retrouve juste après. Bon allez, live technique, c'est parti. Bon, j'en ai profité du coup parce que on a fait une petite vidéo YouTube. J'ai plein de rush et donc techniquement parlant, on va voir ce qu'il faut. Ouais, c'est la dernière pièce enfin l'avant-dernière que j'ai postée. Tout ce qui a été dit dans les modules, vous allez voir que vraiment je le refais, mais à fond quoi. Donc voilà, je vous ai vraiment pris ces moments-là parce que c'est là où on le voit le plus. Parce que dans le bas du poignet, moi je trouve qu'on ne distingue pas bien. Vous voyez bien que c'est toujours une composition en cône parce que c'est un membre. Le tatouage du haut n'est pas de moi. Donc là, tu n'as pas fait le tour complet de l'avant-bras, là, Kenny? Non, pas du tout. Vraiment composition en cône. Ouais, tu reviens quand même assez bien sur les côtés quand même. Ouais. Oh, ouais, non, je remplis. En fait, moi, dans mon intérêt, quand je fais des pièces, c'est que quand je prends ma photo, on ne voit pas de bordure blanc, de vide. Ouais, ça tu nous l'avais déjà dit. Ouais. Tu as vraiment l'illusion de tout englober. Alors, je tamponne toujours, j'essuie pas. Vous voyez, ouais, toujours dans ce petit mouvement-là. Là, je suis en plein tracé. C'est vraiment incision. Et hop, je refais un aller-retour. J'ai une question, la vidéo, elle a en vitesse normale ou en accéléré? Elle est en vitesse normale. J'ai l'impression que je vais vite. Ah oui, c'est ça. Et il y a à peine 1 millimètre qui rentre pour le tracé. Allô, ça a bugué? Ouais, il a bugué, Kenny. Ah ouais. Kenny l'a bugué. Kenny a investi dans la fibre, le bordel. Ça carcaille à monnaie, ça prend pas la fibre. J'ai la fibre. Hein. Ah bon? Tu as la fibre? Non, mais en fait, je suis chez moi, en fait. Mon bureau, il a chez moi. On n'a rien compris de ce que tu as dit. Hein. Il n'y a eu que des pauses, ça a lagué dans tous les sens. À mon avis, tu as juste la fibre artistique, hein, alors. Et là, c'est mieux? Ouais, ça va. Parce que je suis à l'autre bout, là, dans mon bureau, il est à l'autre bout. Il faut que je mette un petit réseau CPL. D'ailleurs, vu qu'on est dans le truc, quand tu parles de process, de demander quel process on a utilisé, c'est quoi exactement, Ken? Qu'est-ce que tu as utilisé comme matériel? Qu'est-ce que tu as fait comme mouvement et tout? Après, toi, c'est les restes d'avoir fait trop de packing avec ton gris bleu. Ouais. Ouais. Après, je te préciserai tout ça sur le post. On est d'accord que sur peau synthétique, on peut pas être aussi rapide que ça pour faire un lining. Moi, je trouve qu'on est plus rapide. Ouais, il Sur faut peau régler la vitesse. Sur peau synthétique ou sur peau humaine? Sur peau synthétique. Parce que moi, quand je vais vite, il n'y a rien qui rentre, quoi. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, Faut vraiment que j'aille lentement pour faire entrer l'angle dans la peau synthétique. Hein. Tu manques peut-être un peu de fermeté? Bah, je sais pas. Et tu fais bien ton aller-retour? Ah ouais, mais en allant vite, même avec l'aller-retour, des fois, je passe même 3 ou 4 fois et si je vais vite, à cette vitesse-là, ça rentre pas, quoi. Alors qu'en allant lentement, ça rentre, c'est propre, quoi, après. Et une question, à quelle vitesse tu piques en lining? À quel voltage, tu veux dire? Voilà, c'est ça, oui. Bah, ça dépend de ta machine. Moi, la mienne, pour le lining, c'est du 8,5, 9 qui est conseillé. Peau synthétique, c'est des épaisses ou c'est des fines? C'est du 3 mm. Ah ouais, non, c'est quand même épais. Bah écoute, ralenti alors. Bah, c'est ce que je fais du coup, mais du coup, ça Et me moi, prend un j'ai temps de pas- folie pour faire un petit motif à la con, ça me prend un J'ai temps de pas folie. forcément de problème à la 3RL en 0,25, mais après, ouais, c'est sûr qu'en fatline, je suis plus lent. Ouais. Donc, c'est toi, tu utilises quel faisceau? De toute façon, plus tu as d'aiguilles, plus tu dois être lent. Sur le dernier que j'ai fait là, je sais plus si je l'ai posté ou pas, mais sur le dernier que j'ai fait d'abord les premiers contours, les premières lines en 5. Après, tout ce qui était croquis, j'ai fait en 3. Et après, j'ai fini le contour en fat line du personnage en 9. Ok. Là, tu es en 3RL là-dessus sur Kenny? Kenny? Ouais, je suis en 3RL 0,25. En fait, l'intégralité de mes lignes, elles ont été faites à la 3RL en 0,25. Après, il y a certains trucs aussi, je pense que je voulais préciser dans les modules, c'est les reprises de lignes. Si vous voyez, tu vois, ma ligne là, elle est pas finie. J'évite de la reprendre sur l'arrêté. Tu vois, ça évite en fait de faire des lignes avec des boules. Avec des points d'arrêt. Ouais, c'est ça, ouais. Les points d'arrêt, ils se voient direct sur peau. C'est pour ça qu'il faut reprendre de bien plus loin. Mais Kenny, quand tu piques, t'as pas d'encre qui sort, j'ai l'impression. Enfin, il y en a pas beaucoup qui sort sur la peau. Tu vois, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de faire un live comme ça, tu vois. Cette vidéo-là, elle est destinée à YouTube, pas au module.
En fait, là, l'intérêt, c'est vraiment de vous montrer le côté technique. Et c'est intéressant parce que vous pouvez poser des questions. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là. Il n'y a pas d'encre. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne pression et elle est constante, ma pression. Sachez que quand vous faites des tâches à tout va, c'est que votre pression au niveau de votre mouvement, qu'il y a des variations. Dès qu'il y a une variation, bah forcément, l'encre qui est dans votre buse va gigoter, tu vois. Et j'ai une bonne sortie d'aiguille aussi. Tu vois, une bonne sortie d'aiguille, c'est parce que j'ai un travail, je privilégie un travail en surface. T'es à peu près à 4 mm de sortie d'aiguille, là, non? Non, pas. Je dirais que je suis entre 2 et 2,5. C'est quand même une bonne sortie. Ouais. Plus à 2,5. En fait, ma machine là, elle est en 4,2. Du coup, je fais sortir à 2,5 à peu près. Comme ça me laisse à peu près 1,7 pour récupérer l'encre dans ma buse. Tu vois, tu peux avoir des problèmes de débit si tu calcules pas ça. Et si j'étais un peu plus court sur ma sortie d'aiguille, ça ferait peut-être des tâches. Et si tu étais trop long, tu aurais des manques d'encre. J'aurais des manques d'encre. Ouais. Et après, ça dépend des zones aussi. Parce que tu as des zones où tu nécessites quand même de rentrer un peu plus l'aiguille. Par exemple, dans les zones molles, sur les flancs, ben, tu vas faire forcément des tâches, à part si tu as une bonne sortie d'aiguille. Parce que tu dois rentrer plus en fait, ton aiguille dans la peau. Alors que là, tu vois, c'est le mec, il avait une peau, elle était quand même bien tirée. Tu vois, c'est un avant-bras extérieur. C'est une peau que j'apprécie pas forcément, mais la sienne, elle était bien. C'est pour ça que j'ai pu bien bosser vraiment en surface. Comment tu fais pour garder un calque net comme ça qui porte pas? Bah, en fait, je frotte pas. Je n'utilise pas de green soap, pas de chiffon humide. C'est étonnant parce que des fois, quand tu tamponnes juste comme ça, enfin moi j'ai déjà eu le tour, ton trait il s'élargit quand même, tu as quand même une tache d'encre qui reste près de ton trait et toi c'est vrai qu'on voit que tes traits sont super nets sur le tapotant. Bon, après j'ai remarqué un truc, là tu as utilisé l'éco-tank Ouais. Ou pas Ouais. Bah moi maintenant je tire mes stencils la veille. Ils ont vraiment le temps de sécher et franchement ça tient 10 fois plus. Ouais, et en plus tu peux même bien humidifier la zone pour que ton calque il colle bien. T'as pas trop de bavage quand ta peau elle reste un peu trop humide quand tu poses ton calque. Quand tu laisses bien sécher ton calque, ton stencil la veille, ouais non ça le fait pas. D'accord. C'est quand tu le mets, quand il vient de sortir de l'imprimante, ton stencil, et que tu le poses, là oui tu vas faire baver. Il faut quand même laisser un petit temps de séchage, je dirais 15-20 minutes, c'est très bien. Après Après, le problème, c'est que toute une nuit, des fois, ça peut porter préjudice parce que ça va être trop sec, justement. Vous pouvez pas le dire avant? Et en fait, il faut commencer par ça. Faut s'ouvrir. On a du mal avec les stencils, laisse tomber. Ah, de ouf. Et là, tu viens d'illuminer le truc. Ouais, tu viens de mettre un rayon de soleil. Voilà. Après, comme je vous ai dit, tu vois, là, pour l'instant, il n'y a pas de module technique, mais nos lives, ils vont être très tournés techniques. Ah, mais là, Ophélie et Nicolas, vous parlez des stencils que vous posez sur peau ou enfin sur peau synthétique ou sur peau humaine? Les deux. Ah bah ouais, parce que sur peau synthétique, c'est encore plus compliqué pour faire sécher. Ah ouais. Moi, sur peau synthétique, je t'avouerai que je faisais au pic et je laissais sécher parce que ça me cassait les couilles. Alors, tu vois, moi, la dernière fois, sur le portrait, là, j'ai laissé sécher le stencil toute la nuit. Et du coup, maintenant, j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Si tu veux l'enlever, ton stencil, tu mets de l'eau de javel dessus toute une nuit et ça part. Il y a plus de stencil. Ah, cool. Et tu fais pas partir l'encre qui a été piquée? Ah non, ça va. Elle devient verte, mais tout. Sauf si t'as piqué trop light, effectivement, là, ça peut partir un peu, mais si t'as été assez profond, c'est bon. Normalement, j'étais profond, mais... Et pour la pose du stencil, tu peux faire un coup de sèche-cheveux dessus pour qu'il sèche. Ouais, ça, on fait des coups. Ouais. Après, il faut travailler méthodique aussi, tu vois. J'essaye d'avoir le moins possible la pomme. Là, j'ai fini mes tracés. Vous voyez le nouvel écran, là? Voilà, je suis en train de passer vraiment aux ombrages. Tu vois, j'ai tracé juste les zones que j'allais faire. Donc toi, tu fonctionnes en mode photocopie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vraiment de bas en haut. Je sais pas si je vous l'avais dit dans un module pour faire tenir au maximum le client. Mais faire du zoning, c'est pas mal aussi pour faire des grosses sessions. Ouais, ça évite de repasser sur les zones inflammées. C'est ça, tu vois. Alors que quand tu as fait tous les tracés de bas en haut et que tu reviens en bas, bah forcément, en bas, ça pique un peu plus. Ah bon, tu en avais parlé sur le live quand tu piquais Popeye. C'est ça. Mais là, en fait, ouais, là, ça vous montre vraiment en live comment c'est fait. Mon mouvement, il est un peu plus agressif. Là, c'est vraiment du remplissage. Là, c'est du travail sous peau, tu vois. Là, je remplis la zone, je la sature.
Alors que mon ombrage, mon noir, mon gris, mes gris dilués, je reste en surface pour balayer. C'est deux travaux différents. Le noir et la couleur, c'est du travail sous peau. Tu vois, tu vas pas sortir ton aiguille. Alors que le gris, c'est vraiment du travail en surface. En fait, c'est comme si tu pixelisais la peau, que tu déposais des points. Et plus tu éclaires, plus tu insistes ou tu changes d'encre en fait? Plus mon encre elle est foncée, plus je mets de pression. Moins elle est foncée, moins je mets de pression. C'est-à-dire que sur du light, je vais être vraiment léger. Et sur du dark, je vais être un peu plus profond. Et toi, tu disais pour un light, visuellement, le rendu final, tu l'as au bout de 10 minutes ou quoi, un truc comme ça? Mais là, t'as pas peur que ton stencil il s'efface? Là? Non. Ouais, tu mets des gros coups de main dessus. Après, franchement, mes gants, ils sont archi secs. Hein. Ouais, en nitrile. Ouais, c'est ça. Et comme je t'ai dit, ouais, je limite vraiment l'utilisation du green soap et je travaille pas avec un chiffon mouillé. Si tu veux savoir ma marque de sopalin préférée, c'est OK, ultra absorbant, absorbe tout. OK, franchement, c'est un mec, il a des sponsors partout, le gars. Franchement, si je devais avoir un sponsor, ce serait OK. Hein. Parce que t'as vu ma petite façon d'essuyer là, tout le monde pète un plomb dessus. Tout le monde m'a dit, mais vas-y, regarde bien en plus, mon sopalin, il va me durer jusqu'à la fin des vidéos là. Un seul, pas l'économie. Tatoue une feuille. Ouais, laisse tomber, j'aimerais bien que les couches de ma fille soient aussi efficaces. Putain. Vaut mieux utiliser des quand t'auras 80 piges, tu vas en consommer autant que ta gamine. Ouais, du coup, tu n'utilises jamais de green soap. Franchement, j'utilise pas de green soap. En fait, si tu veux, j'achète des mousses. Et j'ai des mousses de chez Tatugo. C'est les moins chers. Parce que je t'avoue que, en fait, il y a trop de tatoueurs, ils sont là avec leur Hustle Butter, CBD à 40 balles le pot et tout. En fait, ça dépend de votre façon de tatouer. Moi, j'ai testé, ça n'a rien fait du tout. Ça n'a rien fait du tout, on est d'accord. Le truc le plus efficace que j'ai jamais vu, c'est le tattoo finish. C'est un truc que tu mets à la fin du tatouage pour couper le sang et pour arrêter un petit peu les rougeurs et tout, tu vois. Ça, c'est vraiment efficace par contre. C'est à base de pierre d'Alain, non? Ouais, en fait, c'est de la solution hydroalcoolique. Faut pas se cacher. Ça arrache pareil, ça a la même odeur, c'est alcoolisé pareil. Et ça coupe le sang instantanément. Et en fait, c'est comme ça que les gens font tenir leur putain de film transparent là, après tatouage. Dermalise. Alors que moi, avant de connaître l'existence du tattoo finish, je posais sans tattoo finish. Et forcément, mon client, il m'envoyait un message de genre, ouais, il s'est décollé le truc. Une question, Kenny, pour les mousses là. Quand je t'avais vu sur les autres vidéos là, tu utilisais ta mousse à sec et tu gardais le récipient, tu sais, pour mettre ton eau. Ouais. Et moi, j'utilise ces mêmes mousses là, mais je mets de l'eau en fait, si tu veux, dans la mousse. J'utilise une mousse mouillée. Ouais, là, tu peux le faire aussi. Ouais. Moi, je fais à sec parce que c'est du noir et gris, ça me va sec. Pour couleur, tu mouilles? Pour couleur, je préfère mouiller quand même. Ouais, parce que comme ça humidifie l'encre sèche dans ma buse. Et pour couleur, tu utilises un ou deux gobelets d'eau? En fait, je vais utiliser un gobelet par nuance, par couleur. Tu vois, les couleurs chaudes ensemble, les couleurs froides ensemble. Après, les couleurs très claires ensemble aussi. Parce que bon, ça va vite fait de faire un bouillon de culture là-dedans, tu te retrouves avec une eau, une couleur. Ouais, c'est en plus si tu veux éviter des pollutions, c'est bien. Après de toute façon, les trucs en mousse, un seul ça suffit pas pour une séance en couleur. Sur certains tatous, j'ai déjà vu qu'il y en a qui reposent un bout de film en cours de montage, enfin en cours de piquage, pour éviter tu vois, justement, de repolluer la zone tatouée. Ouais, ça marche aussi, ouais. Après, tu vois, ma méthode de tatouage aujourd'hui, elle est faite pour pas polluer. Parce que je tatoue à sec. Si par exemple tu fais un travail en couleur et que tu travailles avec un chiffon mouillé, du green soap et une surface très grasse, tu as plus de risque de polluer que si toute ta surface est sèche. D'accord. C'est logique parce que si ta surface elle est sèche, ça veut dire que après ton passage, la lymphe va sécher. Elle sèche très vite la lymphe. Et ça fait déjà un film protecteur au-dessus de, par exemple, ton jaune, ta couleur qui est très claire, tu vois. Alors que si tu travailles à chiffon mouillé et tout, ben en fait, ça va être mouillé en constance et du coup, tu n'auras pas de barrière au-dessus de ces couleurs déjà. Mais par contre, sur les couleurs, elles sont quand même beaucoup plus grasses, en comparatif par rapport à un grey wash, par exemple, forcément. Mais à l'essuyage, tu galères pas.
à sec. À l'essuyage? Non, Ouais. franchement, ça va. Ça va. Mais ça Après, dépend. oui, Ça dépend après, on galère un peu plus. Mais après, ouais, faut être assez méthodique. Ça dépend des marques de couleurs aussi. Hein. T'en as qui sont vachement fluides, t'en as qui sont plus grasses. Ouais, c'est Ouais, ça. aussi. C'est vrai. Après, franchement, sur les encres très épaisses, 2 gouttes dans ton caps de sérum phi, ça va le faire. Ouais, c'est pas trop grave, ça dénature pas. Ouais, ça dénature pas Ça dénature le côté vraiment, enfin, de base. Enfin, non, la couleur qu'elle aurait vraiment à son maximum d'intensité, ça le dénature pas. Non, franchement, ça dénature pas. Ouais, le pigment, il reste très fort. Ouais, et en plus, j'ai envie de te dire que il te laisse pas trop le choix parce que tu sais, quand tu fais une séance en couleur et que tu reviens après une petite pause clope de 15 minutes, Ah, et les que encres, t'as ton elles sèchent. casque qui est tout sec, c'est relou quoi. Alors que ouais, 2-3 gouttes de sérum phi, c'est réglé. Et t'as déjà vu aussi, ils vendent une fiole, je sais plus le nom, c'est Stampit ou je sais plus quoi. Je sais, non, c'est peut-être pas ça exactement. Tu sais, justement, c'est un truc pour. C'est une goutte que tu mets dans ton encre et ton encre, elle sèche jamais en fait. Ouais. T'as jamais utilisé non plus? J'ai jamais utilisé, j'en ai jamais entendu parler d'ailleurs. D'accord. Je vais regarder, ouais. Ça paraît intéressant. Tu sais, si tu fais un effet un peu aquarelle en couleur, Ouais. l'effet dilué, tu le travailles au fur et à mesure que tu le piques en diluant à l'eau, ou tu prépares tes caps que tu dilues déjà au sérum phi avec 2 ou 3 dégradés prêts à l'avance. Non, tu peux le faire au fur et à mesure. Après, c'est dur à jauger. Tu sais pas quel résultat ça va avoir. Sur ta Magnum, t'es sur une combien? Une 8? Je suis sur une 9. Après, au niveau voltage, avec ma machine, je suis resté à 5,4, 5,6 sur toute la séance. Là, c'est intéressant aussi parce que je vais tracer l'œil et vous allez voir qu'avec ma petite 3RL, j'hésite pas à doubler mes traits. C'est pour faire vraiment le haut des cils plus épais, plus noir. Après, toujours garder la même pression. Là, limite, là, je remplis son sourcil. Tu vois, sur les petits endroits comme ça, inutile de se prendre la tête Ouais, ça lui crée déjà l'ombrage. Ouais, c'est ça. Ouais. Petite question, parce que moi, par exemple, sur le tatouage où tu m'as fait la remarque sur le process, là, j'ai utilisé 2 aiguilles. Une grosse Magnum et une 3. Tu utilises combien d'aiguilles, toi? Moi, j'hésite pas à en sortir. Là, sur cette séance, j'avais la 3RL, de la 9 Magnum courbée et de la 15 courbée. Après, il me semble que j'avais sorti de la 5RS aussi. Après, oui, le stencil, là, tient bien, parce que là, des fois, je frotte quand même assez fort. Le stencil tient bien parce que mon chiffon, il est sec. Hein. Il n'y a pas d'autre secret, franchement. Petite question pour du lettrage et tout, tu conseilles de le faire en RS ou en RL? Du petit lettrage? Pour du lettrage, des lettrages ou quoi. Genre, j'ai une fille qui m'a Après, demandé un lettrage. Sur du lettrage doublé, moi, j'ai envie de te dire, tu prends la 5RL. Hein. 5RL et tu remplis une 5RL, ça fait autant le job qu'une 5RS. Parce que j'ai fait 5 RL et elle prenait pas du tout, ça rentrait pas du tout. Et du coup, après, je suis parti en 5 RS et nickel. Les tracés, ils étaient propres. En fait, ça peut arriver quand t'enchaînes derrière, quand tu fais le tracé et que tu veux remplir direct derrière. Le tracé, il a déjà travaillé sur la zone et ta zone, elle s'est irritée, elle s'est mise en défense. Tu vois, j'imagine que tu as essayé de remplir et que ça suintait. Non, c'était un petit lettrage et je devais, en gros, elle voulait écrire quoi? Je crois que c'était le prénom de Dominique, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai commencé avec la RS, en fait, la 5 RS, et l'encre, elle prenait pas du tout, en fait. J'ai baissé mon voltage, j'étais en 7. J'ai baissé mon voltage. Pareil, rien. Du coup, je suis parti en 5 RS. Et là, franchement, nickel, c'était fin et tout. Ouais. Enfin, nickel. J'ai pas compris. Pour le remplissage? Non, juste pour le lettrage, en fait, tracé. Quoi. Ah, pour le tracé? Ouais. Parce que ça prenait pas du tout en RS. En RL. En RL? Ouais. Ah. Ça prenait pas du tout. Et pourtant, je faisais ce que tu as fait, tu vois, incision, insertion, tu vois, je faisais le même méthode et tout. Et ça rentrait pas, je comprenais pas. J'ai vraiment pas compris. Après, je me suis demandé autant c'est la marque de l'aiguille. Je sais pas, tu vois, mais c'était trop bizarre. C'était quoi comme marque? Sabre, la RL. Sabre? Du sabre. Ouais, ok. Ouais. Ouais. Moi, je les aime pas trop, tu vois. Ouais. Ouais. Après, c'est du quoi? 0,35? Ouais, je crois que c'était du 0,35, ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que j'aime pas les liners, là, 0,35. Parce qu'en fait, comme les aiguilles, elles sont épaisses et quand il y en a beaucoup, il te faut une machine plus puissante en conséquent. Bon, après, je tatoue en Stingray, tu vois, donc c'est des machines qui sont assez réputées pour leur puissance quand même. De toute façon, elles sont puissantes, ouais. Mais tu l'as mis en dur ou tu l'as mis en molle? Elle était en dur caps. Mais là, en molle. D'accord, ok. Ouais. Okay. J'ai fait juste un petit arrêt sur image là pour vous montrer. Là, c'est un endroit intéressant. J'ai tracé la petite ligne là du masque. Vous voyez mon curseur de souris ou pas? Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Tu vois, j'ai pas tracé le tout.
je me suis un peu chié dessus, mais je me suis arrêté à un endroit où il y a un croisement. Où tu auras une masse. Ouais. Tu vois, en fait, du coup, je m'arrête souvent à des croisements comme ça, parce que si tu fais un pet, une petite boule, c'est pas grave. Tu arriveras à jouer avec un peu en le rattrapant sur un ombrage. C'est ça, voilà. tu vois, c'est ça. Alors que si je l'avais arrêté là, ma reprise, elle se serait vue. Ok. Ah, tu n'as pas pu repartir un peu plus haut? Ouais. Tu vois, là, je suis remonté, je me suis arrêté, hop, au trait du sourcil. Mais là, du coup, tu fais du zoning, mais tu fais très. Que dans une autre vidéo, tu disais que tu commences par les noirs, ensuite les gris. Mais tu fais quoi? D'abord tracé, ensuite noir, ensuite gris. C'est quoi, Je fais mes tracés, après je fais mon noir. Et le gris tout à la fin. Ouais. Parce que c'est ton noir qui salit tout, en fait. C'est ça. Donc, au moins, tu protèges ta zone. C'est ça. Et en plus, tu vois, le fait de mettre du noir qui est plus agressif que les nuances en dessous, tu commences par ça, tu vois, tu agresses déjà un petit peu la zone, mais après, comme les précédentes nuances, elles sont plus faciles à rentrer, c'est plus logique que si tu mettais tout ton clair et qu'après t'en bavais pour mettre une couleur un peu plus corsée à rentrer, tu vois, parce que à chaque fois que tu piques un endroit, le corps se met en défense. Il se met en défense, il se sent agressé, et forcément, tu vas plus en chier pour continuer. Tu fais tes tracés de tout le. Non, tu fais zone par zone. Je fais zone par zone, même sur les tracés. Et là, on voit vachement même la brillance de l'épaule ressortir au niveau de la robe. Maintenant que ça se pose et tout, rien que sur les couleurs chères. C'est ça aussi vraiment le secret, je pense. C'est vraiment laisser les zones couleur peau vraiment au bon endroit. Il n'y a pas à chier pour créer le volume. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est le volume et la lisibilité. Parce que si mes zones-là, je les avais pas laissées claires, avec le fond, on n'aurait plus rien distingué. Je décolle pas de mon aiguille, tu vois. Il n'y a pas de mouvement de balancier. Là, c'est vraiment le geste du packing. C'est je sature la zone. Il n'y a plus de dépôt de points, là. Ça cache tout dedans, je ne veux plus rien reconnaître. En fait, le noir, ça va faire apparaître toutes les masses. Thomas Kahejali, à son séminaire, il m'avait dit un truc super intéressant. C'est qu'il m'a dit, une fois que tu as posé tous les noirs, on pourrait même croire que ta pièce est finie. Ouais, c'est vrai. À part que toi, après, tu vas revenir avec des gris un peu plus clairs et tu vas reposer ton noir à ta couleur chère pour vraiment. Ça. En fait, c'est juste que poser tous tes noirs, poser tes lignes et tes noirs, c'est un niveau. Tu vois, poser une autre nuance derrière, c'est un autre niveau. Poser une deuxième nuance, c'est un autre niveau. Tu vois, après là, j'hésite vraiment pas à passer toute ma zone au dark. Mais mon noir, il est posé et c'est comme si le job était déjà fait. J'ai juste à placer mon dark. C'était mon extra dark là. Ouais, tu repasses pas beaucoup dessus quand tu poses ton dark en fait. Non. Tes mouvements, tu les fais en une fois et voilà. Quoi. Je laisse reposer quand même. D'accord. Après, tu vas voir que je fais un deuxième passage en haut. Par contre, t'en profites pour repasser sur tes noirs en même temps. Ouais. Comme ça, tu uniformises la zone. Et il a pas mal quand tu es à sec comme ça, là, le noir à fond, là. C'est plus douloureux que mouillé, oui. Mais c'est pas, franchement, il n'y a pas mort d'homme. Parce qu'en fait, si tu veux, je frotte pas. Ouais. En répétition, je tamponne et après je frotte. D'accord. Après, c'est rare que je frotte. Si oui, tu frottes tout le temps, ouais, là, c'est plus problématique. Ah ouais. Putain, même les petits zones, tu les travailles à la Magnum. Ouais, c'est pour ça que j'en ai une petite et une grande. Bon, je vais un peu vite parce que j'ai l'habitude, mais après, je garde vraiment une pression constante. Même avec la Magnum, ça bave pas tant que ça. Ça laisse ma surface propre et c'est vraiment parce que je survole la peau. Dès que tu fais un écart de pression, bim, t'as une goutte qui sort. Kenny, moi j'ai une question. Ouais. Les endroits où tu fais les ombres par rapport au corps, ouais. Tu les as pas marqués sur le stencil. Là, c'est vraiment tu le fais de tête. En manga, j'ai pas besoin. En fait, en manga, j'ai un repère psychologique. Je me dis, bon, la lumière vient de là. Ah, tu as un point de fuite en fait. Ouais. Et tu suis les lignes. D'accord. C'est ça. En fait, en manga, c'est ça. J'ai pas forcément besoin de modèle parce que, ouais, après, c'est ma formation de base, tu vois, mangaka. Tu vois, j'avais même pas de référence. Ok. Ouais, tu vois, je me suis dit, la lumière vient de là. Donc, forcément, la face la plus loin, je vais l'ombrer. Je fais un split au niveau de l'ombrage. C'est pour ça que là aussi, au niveau sous le masque, c'est ombré. Là, c'est du noir que tu passes là sur la vidéo? Là, c'est du dark. Ok. Mon noir, il serait un peu plus intense. Quand tu changes de couleur, ouais. D'intensité, tu as deux machines avec. Non, là, j'ai qu'une seule machine. Là, j'ai utilisé vraiment que la Bishop Vand. Ok, donc tu changes les aiguilles, je sais pas. Ou... Là, je suis à la 9 pour les petits endroits. Ouais, je change directement sur peau. Donc tu rinces ton aiguille et tu... Ouais, dans la mousse. Bon, après, ça va vous intéresser, mais le masque est en couleur.
Wouhou! Qui a demandé de la couleur? Ah, oui. Tu poses quand même un ombrage avant en grès, quoi. C'est ça. Alors, juste un truc, c'est que on a tendance à se dire, on fonce la couleur. On fonce une couleur, par exemple, si on met du rouge, si on veut faire du rouge foncé, on se dit, on met des sous-couches en dark. Mais attention, ça, c'est une technique qui correspond au néo-traditionnel. Alors que quand on est dans le réalisme ou dans le new school, on utilise la nuance au-dessus. Par exemple, on prend du rouge vif, on prend pas du dark pour assombrir le rouge, on prend du rouge foncé. Ça, c'est new school, réalisme. Néo-trad, on peut mettre le noir en sous-couche du rouge. Et moi, j'ai une question. Bientôt, je vais finir la carte d'une dame en couleur. Ouais. Mais j'aimerais bien quand même faire un petit peu d'ombrage pour faire le côté un peu réaliste du truc. Pour une carpe? De quoi? Pour une carpe, t'as dit? Japonaise. Oui, une carpe japonaise, pardon. Ouh! Et du coup, pour faire le côté arrondi, pour faire le truc relief là, Ouais. je fais pareil, je fais de l'ombrage avant. Tu le fais pas en couleur? Si. Oh my god. Je me suis déjà lancée. Hein. Une carpe, c'est très technique. Ouais. Ouais, une carpe, c'est très technique. En plus, j'avais prévu de faire des modules, mais YouTube sur ça. Trop tard. C'est assez particulier aussi. Il te faut. Attends, je mets pause avant d'attaquer la couleur. Une carpe, en fait, c'est assez technique parce que il faut avoir une vision assez en 3D. Il faut avoir une vision assez tube de la chose. Il faut que tu vois la carte vraiment comme vraiment en 3D, une sorte de tube. Comment on appelle ça déjà? Ouais, tu sais, on le faisait en géométrie, ça, putain, en primaire. Un cône? Ouais. Non, même pas forcément un cône, mais ouais, il faut avoir le truc en 3D. Il faut avoir toute l'ossature en 3D. Et ouais, savoir où la lumière vient, où il y a des bosses sur son corps, des trucs comme ça. Et ouais, et faire le travail qui suit avec. Ouais. Après, si tu veux, je t'envoie une photo d'une carte en bonne qualité. Ouais, je veux bien. Parce qu'en fait, celui de la nana, en fait, il est pas super réaliste parce qu'elle voulait quand même un petit peu fun, pas trop réaliste. Mais au moins, je voulais faire les ombrages pour que ça fasse un côté relief, quoi. Ouais. Donc du coup, je fais au noir. Enfin, je fais en gris du coup. Alors moi, j'ai envie de te dire que pour le résultat optimal, il vaut mieux que tu prennes du rouge foncé. Mais si t'as pas, fais un caps avec du noir et du noir et du rouge dilué. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de couleurs. Le risque, il y a plein de couleurs. Ouais. Il faut le maximum de couleurs alors. Hein? Il te faut le maximum de couleurs. Si tu m'avais dit, ouais, il n'y a que du rouge, je t'aurais dit, ouais, fais un mélange. Ouais. Mais s'il y a plein de couleurs, autant le faire à 100%. Tu vois, vraiment prendre du rouge foncé et tout. Okay. Non, mais c'est un truc de racheter un truc d'encre à chaque fois. Ouais, c'est ça en fait le truc. C'est ça le piège avec la couleur. Bah, il est là le problème, c'est que. Bah, non, mais après, il est déjà presque fini. J'ai juste le orange à rajouter. Mais après, voilà, pour le finir vraiment comme il fallait, je voulais vraiment essayer de le faire ressortir avec un peu d'ombrage et pas qu'avec la couleur, quoi. Mais t'as pas une photo, Ophélie? En fait, je l'enverrai après. J'enverrai. Au pire, on peut mettre une goutte de noir dans la couleur pour faire. Tu peux, mais après, ça peut être fatal parce que ça peut virer au marron. Parce qu'il faut faire attention parce que les pigments qu'il y a à l'intérieur, c'est pas comme si tu mélangeais de la gouache ou tu vois, t'as des produits chimiques dedans qui font que ça prend des couleurs différentes quand même. Mélanger du noir et du rouge ensemble en couleur de tatouage, les pigments ils sont carrément opposés. Tu vas faire un marron. Ouais, ok. Ah, ok. Ouais. Et une question, Kenny. Tu peux pas appliquer un rouge et revenir avec justement un grey wash sur ton rouge pour créer l'ombrage après? Tu peux, mais le résultat n'est pas propre. D'accord. Ouais. Faut faire attention. Pour l'avoir déjà fait, je sais que le résultat n'est pas propre. Ouais. Ok. Ouais, il est clair. Après retouche, ça le fait. Après, quand tu fais un tatouage en couleur, vaut mieux le faire à 100%. Tu vois, faut vraiment aller au bout de ses convictions et pas se dire bon allez à l'arrache, vas-y, on va mélanger un grey wash avec du rouge. C'est pas terrible. D'accord. Tu vois, je vous mets la vidéo. Le grey wash, c'est un gris léger, c'est ça? Yes.
Tu vois, là, à la rigueur, je l'ai fait dans l'oreille. Ouais, je dis au fait de le faire dans l'autre sens, de mettre ton grey wash avant et de passer ton rouge après, ça crée moins de problèmes. Il y a moins de problèmes, mais après, la cicatrisation n'est pas aux optimales. Vaut mieux passer un bon coup de noir et passer le rouge par-dessus. Tu vois, là, j'ai vraiment mis un coup de noir, même s'il n'est pas noir à 100%. Je vous mets l'application du noir. Là, c'est le Dark Red de chez Eternal Ink. Vous voyez, la couleur, comme je vous ai dit, c'est comme le noir. C'est sous peau. Et tu laisses bien reposer donc plusieurs minutes et tu repasses encore après un coup J'y au-dessus. vais à fond, mais si tu regardes bien, ma buse, elle n'est pas collée. Je survole quand même la peau, mais c'est juste que mon aiguille ne va pas sortir de la peau. Comparé à du. Tu restes en constant. C'est ça, je reste en constant. Après, si vous voulez vous entraîner chez vous, prenez une peau synthétique et faites du lettrage à la Magnum. Ça va vous habituer aux courbes et tout, tu vois, à comment la prendre. Parce que même dans les courbes, tu peux arriver à travailler qu'avec un seul rond d'aiguille sur une curve doublée comme ça. La couleur, c'est ça aussi. C'est tu poses ta couleur, tu vas voir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je vous disais qu'il fallait laisser reposer de temps en temps. La couleur, c'est ça. Par exemple, je vous disais qu'on a tendance à bourriner pour avoir la nuance qu'on veut. Il y a des couleurs où ce n'est absolument pas possible. C'est déjà, ça a dû arriver à certains d'entre vous qui avaient déjà tatoué que du bleu clair, par exemple, vous n'arrivez pas à le rendre bleu. On est d'accord? Tu laisses reposer la zone et tu passes à une autre zone et tu reviens après. Mais tu repasses à un balayage plus rapide ou tu réintensifies autant qu'au premier passage? Pareil. Pareil. Tu peux même y aller plus lentement. Mais ta peau, elle est déjà travaillée, elle a déjà été agressée, elle se remet en mode normal et c'est à ce moment-là où tu peux repasser. Tu vois, par exemple, mon rouge, hop là, je repasse dessus, sans trop forcer non plus, parce que sinon tu vas lui faire des crevasses. Et donc ça, au niveau cicatrisation, ça se verrait direct, mais à long terme quand même, après plusieurs semaines quand même de pause, ça se réunifie quand même, ou alors ça redevient uniforme quand même, ou alors tu vois quand même si tu as été trop agressif. Ah, tu le vois direct. 2 jours après, ton client, t'es sûr qu'il t'envoie un message. Ouais, c'est bizarre, je fais une infection. Parce que les gens, ils ont tendance à se dire, ah, c'est une infection. Alors que non, c'est juste une cicatrisation très corsée. D'accord. Faut pas repasser à fond. Faut y aller quand même cool. Une bonne pression, faut pas trop tourner, trop tourner. Ça, c'est fatal. Après, je vous dis ça, mais après, c'est aléatoire parce que moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, là, sur du vert. Et là, par exemple, tu voudrais donner un effet un peu orangé ou un truc comme ça, tu repèterais un coup de jaune sur le bas de ton œil, par exemple, ton jaune piqué dans ton rouge, il va te créer un effet orangé. C'est très peu probable. Le pigment, il est pas assez fort. Non, pour se mélanger sous dans la peau, c'est pas assez puissant. Ça va te l'éclaircir un petit peu, mais pas de ouf. Donc, vaut mieux quand même prévoir ton dégradé avant, quoi. C'est ça. Ouais, si tu mets une couleur plus claire après une couleur plus foncée, ça se voit pas. Ou très peu, quoi. C'est ça. Hop là, là c'est ma pièce polarisée. Vous l'avez vu certainement sur Insta. Ouais. Un peu sombre. Ah, de suite, ça ressort. La polarisation, c'est un truc de fou quand même. Ouais, bah ouais, j'ai pas de reflet. Comparé à la vidéo où il y avait. Kenny, excuse-moi de te couper. Là, tu parles de polariser avec l'appareil photo ou sur téléphone? Avec l'appareil photo et sur le téléphone. Bientôt, je reçois bientôt des polarisants pour téléphone. S'ils sont bien, je vous envoie le lien. Compatible avec tout téléphone? J'en ai commandé 2. En fait, je les attendais pour faire les modules photo. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'en avais un, il était extra sur. Je l'ai laissé à Egli parce que nous, on a un appareil photo. Je leur ai laissé pour pas les laisser en galère. Parce que c'est un des meilleurs polarisants que j'ai trouvé, alors que c'est le plus basique, le plus pourri qu'on trouve sur le marché. Mais c'est le meilleur finalement parce qu'il prend bien la forme de l'objectif. C'est tout. En fait, sur Amazon et tout, vous allez trouver des gros polarisants, des trucs énormes comme ça, mais ça sert à rien parce que ça laisse passer trop de lumière.
Et sur tablette, il faut que les bords soient vraiment au plus proche de l'objectif. Comment tu fais pour ceux qui ont genre 2 appareils photo sur l'écran? De quoi? Ceux qui ont les téléphones avec 50 appareils photo dessus, comment tu fais? Généralement, en photo standard, tu as qu'un objectif qui se met. C'est quand tu commences à vouloir des effets de ralenti, des trucs comme ça, où il y a 2 objectifs qui vont se calquer. Et sur tablette, sur iPad, ça existe aussi, non? Sur iPad? Ouais. C'est les mêmes. Ils sont clipsables aussi bien sur téléphone que sur iPad? Je sais pas si... Attends. Non, normalement, c'est clipsable. Ça va assez loin quand même. Ouais. C'est juste certains téléphones où l'appareil photo, il est là. Donc c'est la galère. Ouais. Mais après, généralement, ils passent tous. Ouais. Apple en soi, ouais, c'est très bien. Donc voilà pour la technique. Bon allez, travaillez bien. Allez, bonne soirée à tout le monde. Juste un message personnel pour Steph et pour Milouz. Allez. Ta Attention, greffe tu fonctionne, c'est bien ça. Mais il y en a plus ici quand même. Hein. Non mais ça pousse en haut, mais d'où vient l'origine, hein? Ah ça tu veux pas le savoir. Faites des zooms entre vous. Allez, bonne soirée. Allez, ciao. Alors, ça vous a plu cette immersion avec nous? Justement, pour toutes les personnes qui veulent aller encore plus loin, je vous invite à cliquer en barre de description. Vous allez retrouver 4 vidéos de formation 100% offertes. Et pour tous ceux qui ont un projet de devenir tatoueur, vous pouvez même réserver un appel avec notre équipe pédagogique et on se recontacte très rapidement.